Économie Le Mac sur i24 News. Bienvenue à tous. Au sommaire de cette édition du sport, nous sommes à moins de 100 jours du mondial brésilien de football et l'effervescence a déjà gagné les grandes marques qui se disputent un marché de plusieurs milliards de dollars. Pour Nike, Adidas et les autres, l'essentiel serait-il de rentabiliser? La réponse dans un instant. Et puis comment optimiser son temps, trouver un espace entre deux rendez-vous? Une application vous loue désormais à l'heure des locaux privés au cœur des grandes villes. Un bureau, une connexion et c'est un nouvel horizon qui s'ouvre aux cadres et hommes d'affaires itinérants. Un nouveau marché aussi qu'on décrypte dans quelques minutes. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Un point d'abord sur l'actualité économique internationale. Et à la une, elle grimpe à un rythme effréné, exponentiel. La dette mondiale a franchi le seuil inouï des 100 000 milliards de dollars, 72 000 milliards d'euros. Un chiffre qui équivaut à plus de 4 fois le PIB des États-Unis et de la Chine réunis. C'est aussi environ 2 fois la valeur des entreprises cotées dans le monde. Il s'agit du dernier rapport trimestriel de la Banque des règlements internationaux. Alors ce montant dépasse désormais le PIB mondial évalué à 75 000 milliards de dollars. En 12 ans, cette dette a été multipliée par 2,5, plus 30% depuis la crise de 2008. En moyenne, pour chaque être humain, cette dette cumulée mondiale atteint 14 000 dollars. Et la croissance du PIB au Japon n'affiche pas une évolution aussi spectaculaire, plus 1,5% finalement pour l'année 2013. Les chiffres définitifs publiés ce lundi sont en demi-teinte. C'est certes le meilleur score depuis 2010, mais c'est aussi une déception pour le gouvernement de Shinzo Abe qui avait tout misé sur la reprise. Les grands moyens ont bien été employés, dépenses publiques, planches à billets et chute du yen pour enrayer la déflation et relancer les exportations. Mais Tokyo reste pénalisé par une facture énergétique qui a explosé depuis la fermeture des centrales nucléaires il y a 3 ans maintenant. En parallèle, consommation et hausse des salaires restent décevants. La croissance n'a atteint que 0,2% au dernier trimestre. Et non loin de là, en Chine, plusieurs statistiques tendent à confirmer un vrai ralentissement de l'économie. L'inflation d'abord est à son rythme le plus lent depuis 13 mois, 2% seulement en février. Et puis les douanes chinoises ont annoncé ce week-end une chute de 18% des exportations pour le mois dernier. Les importations, elles, progressent de 10%. Et à la clé, un déficit commercial surprise de 23 milliards de dollars. Alors il s'explique peut-être par les festivités du Nouvel An chinois, mais les marchés financiers Shanghai, Hong Kong sont inquiets. Le yuan, la monnaie chinoise, poursuit de son côté son recul. Pékin a maintenu la semaine dernière son objectif de 7,5% de croissance pour cette année malgré tout. Du high-tech mêlé de politique en Europe, la 4G est à peine lancée que l'on parle déjà de la 5G. C'est Londres et Berlin qui entendent prendre de l'avance avec ce partenariat entre des universités des deux pays pour développer la nouvelle génération de réseaux Internet mobile. Un défi industriel puisque la 5G offre un débit 1000 fois supérieur à la 4G. Un film téléchargé en 1 seconde, le tout en diminuant la consommation d'énergie. Alors hier à Hanovre, les chefs de gouvernement allemands et britanniques se sont dit prêts à travailler main dans la main. La technologie britannique est aujourd'hui dynamique, ambitieuse, avant-gardiste. Notre ambition, c'est que la Grande-Bretagne devienne la plus importante des nations digitales du G8. Et ma mission, c'est de montrer au monde que nous nous en approchons. Merci beaucoup pour votre offre. Nous voulons accroître notre collaboration dans le domaine du développement, de la production, de l'industrie, bref, travailler main dans la main. Voilà, et puis quelques données en bref concernant la France. La Banque de France a confirmé ce matin tabler sur une croissance de 0,2% du PIB français au premier trimestre. Et 0,2, c'est aussi, selon l'INSEE, la baisse en janvier de la production industrielle dans l'Hexagone, même si l'activité manufacturière a, elle, augmenté de 0,7% sur ce même mois de janvier. Et on parle de sport à 3 mois du coup d'envoi du mondial de foot. Et en marge des pelouses brésiliennes se joue aussi une affaire de marketing. Pour les grands équipementiers, la Coupe du Monde, c'est l'événement à ne pas manquer. Maillots, chaussures, ballons, les stars sont là pour assurer les ventes. Une compétition à plusieurs milliards de dollars et dont on connaît déjà les 2 finalistes. Johanna Citruc nous dévoile qui de Nike ou Adidas part favori pour ce qui est aussi, vous allez le voir, une course à l'innovation. Regardez. Les constructions s'accélèrent. Les équipes s'entraînent. Nous sommes à moins de 100 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football au Brésil. Mais pour les équipementiers, la compétition a déjà commencé. Jeudi dernier, Nike et Adidas ont présenté leurs nouveaux crampons. Un modèle hybride à mi-chemin entre la chaussure et la chaussette. Entre les deux produits, la ressemblance est troublante.
Cette chaussure est différente de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. C'est une vraie nouveauté pour moi, complètement différente de celle que j'ai l'habitude d'utiliser. Et pour la première fois, Nike devance son concurrent Adidas en nombre d'équipes qualifiées. Nous aurons 10 équipes sur le terrain, donc nous sommes vraiment enthousiastes, du Brésil à l'Angleterre en passant par la France et les Pays-Bas. 10 équipes pour Nike et seulement 8 pour Adidas. Un duel sans merci sur un marché estimé à plusieurs milliards de dollars. Pour le secteur du football uniquement, la marque à la virgule dégage un chiffre d'affaires de près d'1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard sur un total de plus de 18 milliards, environ 4 milliards de plus que son concurrent allemand. La Coupe du Monde va nous aider dans le monde entier. Le football est clairement le sport numéro 1 partout dans le monde et le mondial, c'est une période excitante pour les consommateurs, partout. Donc nous allons apporter des produits innovants. Mais Adidas n'a pas dit son dernier mot. Le géant allemand sponsorise l'Espagne, championne du mondial 2010, de l'Euro 2008 et 2012. Par ailleurs, la marque sera sur tous les terrains cette année, puisque c'est elle qui conçoit et fournit les ballons officiels de la compétition. Lors de la dernière Coupe du Monde, elle en a écoulé plus de 10 millions. Voilà une histoire de marque, de sponsors, de stars. Alors dans tout cela, qui sort gagnant, le sport ou les affaires? Quels sont les facteurs de réussite d'une grande campagne de sponsoring? Pour tenter de le savoir, nous rejoignons par téléphone Paul Liecki, historien et sociologue spécialiste du sport et du football et vous enseignez à l'université de Franche-Comté. Merci d'être avec nous. Alors question simple d'abord. Aujourd'hui, le mondial, le football en général tel qu'on les connaît, ils dépendent de ces grandes marques omniprésentes. Leur poids financier et culturel les rend-il incontournables aujourd'hui selon vous? Donc le mondial a existé avant les grandes marques et finalement ce sont les grandes marques qui ont capitalisé d'une certaine manière sur cette compétition. Il est vrai aujourd'hui que c'est un élément important de l'organisation, du financement même de la compétition. Pour la FIFA, le poids financier des grands partenaires est croissant, notamment par rapport au prix payé par les chaînes de télévision. C'est évidemment un élément important et surtout, il me semble que le poids marketing et le poids décisionnel de ces grandes marques est en train d'augmenter toujours plus. C'est quelque chose qui est au cœur de la stratégie d'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA. Et cette évolution, ces montants dont on a parlé, ça vous inquiète, ça vous paraît rationnel? On peut imaginer par exemple des conflits d'intérêts économiques lorsqu'une grande marque comme Nike sponsorise par exemple deux équipes qui s'affrontent l'une l'autre? Alors, il pourrait y avoir ça évidemment pour les équipementiers en matière de chaussures, etc. Bon, on se rappelle bien que la finale de la Coupe du Monde 98, on l'a parfois décrite comme un match entre Nike et Adidas. Alors ensuite, est-ce que si, imaginons, deux équipes Adidas se rencontrent, est-ce que l'équipementier chercherait à favoriser l'une? Disons que là, je ne pense pas, parce que dans le cas, en tout cas, des grandes fédérations européennes, elles ont suffisamment de poids, suffisamment d'indépendance pour être à l'écart de ce genre d'opération. En revanche, on peut imaginer pour des fédérations plus petites, qui ont des moyens beaucoup moins importants et qui dépendent beaucoup de ces équipementiers, on peut imaginer non pas, évidemment, une manière de corruption, mais des influences. On se rappelle, par exemple, que le Cameroun a eu des problèmes avec la FIFA à la suite d'un maillot qui avait été inventé par Puma, un maillot sans manches, et qui lui a valu quelques déboires auprès de la FIFA. Et selon vous, les résultats sportifs, ils ont toujours une influence directe, décisive sur les orientations des grands groupes? On sait que malgré ses échecs, par exemple la répétition ces dernières années, l'équipe de France conserve la cote tout de même. Je crois qu'il y a d'abord des marques, c'est-à-dire que le maillot orange des Pays-Bas, aujourd'hui c'est une marque, le maillot azzurro c'est une marque. Donc ces marques, elles s'inscrivent dans une histoire, dans une tradition, et donc le résultat immédiat n'influence pas forcément le fait qu'on va acheter tel ou tel maillot pour se reconnaître dans tel ou tel style de jeu. L'équipe de France aujourd'hui est devenue d'une certaine manière une marque, même si son impact est quand même moins fort que, par exemple, l'Allemagne, l'Angleterre ou l'Italie, parce que notre tradition footballistique est peut-être un petit peu moins importante. Bon, ceci dit, je pense que les marques aujourd'hui, les équipementiers notamment,
pense d'abord au potentiel du football français et imagine évidemment que d'autres succès peuvent venir après une période de creux au début des années 2000. Ouais, la France, une valeur à peu près sûre, donc, comme le Brésil ou l'Italie. Merci Paul Dietschy pour toutes ces explications. Allez, notre second dossier, on s'intéresse à ce qui est sans doute un nouveau signe des évolutions de nos modes de travail, l'ère de l'éphémère, de la mobilité. Vous pouvez, si vous êtes à New York ou Montréal, profiter des services d'une nouvelle application. Breezer, c'est son nom, met à votre disposition sur de courtes durées des espaces privés pour des rendez-vous, des réunions ou simplement pour se reposer. Alors est-ce une solution adaptée aux impératifs d'aujourd'hui? Tour d'horizon du concept avec Anthony Lesme. Qui ne s'est pas retrouvé bloqué entre deux rendez-vous, obligé d'aller prendre un café ou de chercher un réseau Wi-Fi dans un fast-food rouge et jaune? Avec l'application Breezer, vous pouvez en quelques clics vous rendre dans un bel espace privé. Vous pouvez profiter d'un bureau, d'un canapé et d'un réseau Wi-Fi. Breezer is a network of beautiful private spaces available in major cities, right now in Montreal and New York, that you can find, reserve and access via our mobile app. Pour 25 $ de l'heure, chaque espace peut être réservé à partir de 6 h jusqu'à 22 h. Et les nuitées ne sont pas autorisées. Je cours partout dans la ville. Chaque jour, j'ai différentes choses à faire dans les différentes parties de la ville. J'ai de nombreux rendez-vous et je ne peux pas toujours rentrer à la maison. Puis je ne veux pas toujours aller dans un café ou tout simplement flâner. Lancés il y a seulement une semaine, les 3 sites new-yorkais Penn Station, Flatiron et Soho sont déjà presque entièrement réservés par des clients enthousiastes. Mais la location de ces espaces peut donner aussi de mauvaises idées à des clients peu scrupuleux. Vous savez, nous nettoyons les espaces après chaque utilisation. Nos nettoyeurs savent rechercher les signes de quelque chose d'illégal ou d'événement amoral dans l'espace. Et s'ils trouvent quoi que ce soit qui viole nos conditions d'utilisation, l'utilisateur est radié. Breezer prévoit de se développer dans toutes les grandes métropoles américaines. Et bientôt, les habitants du monde pourraient profiter de prendre une pause, loin du vacarme des villes. Et il y en a un qui aimerait bien échapper au vacarme médiatique, c'est le créateur du Bitcoin. Il n'échappe pas en tout cas au Media Watch. La revue de presse, et aujourd'hui on tente de mettre un nom sur le très mystérieux créateur de cette monnaie virtuelle dont tout le monde parle. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors fausse piste pour Newsweek, qui pensait avoir trouvé enfin le fondateur du Bitcoin? Oui, alors c'est pas encore sûr, donc il s'agit de Dorian Prentice Satoshi Nakamoto, un physicien américain de 64 ans qui est donc soupçonné par le magazine américain Newsweek d'être l'inventeur du Bitcoin. Alors dans un premier temps, il aurait dit ne plus être impliqué dans le projet, avoir passé la main à d'autres personnes, mais ensuite dans une interview donnée à l'agence AP Associated Press, il a indiqué qu'il n'était pas le créateur du Bitcoin, qu'il ne connaissait la monnaie électronique que depuis 3 semaines, que lorsqu'une rédactrice de Newsweek avait contacté son fils pour essayer d'avoir une interview. Alors l'histoire n'est pas très très claire, mais à l'origine du Bitcoin ou non, cet Américain, en tout cas, a reçu du soutien de la part des amateurs de la monnaie virtuelle, un soutien d'ordre financier, puisqu'il a reçu un portefeuille sur Internet, un portefeuille virtuel avec 44 bitcoins, ce qui vaut environ 28 000 $. Ouais, des admirateurs sans doute. Alors une page tendance. On évoque, Johanna, le retour en force de la barbe, acteur, chanteur, sportif même, mais un perdant quand même, c'est l'industrie du rasage. Oui, les hommes se rasent de moins en moins. Résultat, les rasoirs sont victimes de la mode de la barbe et particulièrement aux États-Unis. Procter & Gamble, qui possède notamment la marque Gillette, a vu ses ventes de rasoirs chuter de 7,8% pour les 3 derniers mois de 2013 par rapport à la même période en 2012. Et l'entreprise pointe du doigt Movember, une campagne qui appelle les hommes à se laisser pousser la moustache et la barbe chaque année en novembre pour attirer l'attention sur le cancer de la prostate. Alors depuis que ce mouvement existe, il a un petit peu évolué. Il s'est élargi d'ailleurs. Un Australien qui avait laissé pousser sa moustache et sa barbe après le décès d'un ami victime du cancer de la peau a aujourd'hui décidé de vendre sa barbe pour $1 million. L'objectif est bien évidemment d'aider la recherche médicale contre le cancer de la peau. Un beau geste. Alors Johanna, vous parlez vacances, voyager, oui d'accord, mais à quel prix? Quand trouve-t-on les meilleurs billets d'avion? 1 an avant, 6 mois ou bien quelques
minutes au dernier moment? Alors justement, pour répondre à cette question, Type Air et Skyscanner, qui sont des comparateurs de prix sur Internet, ont mené une étude sur plus de 4 millions de voyages effectués en 2013 et les résultats sont assez clairs. Il faut s'y prendre en avance, mais pas trop non plus. Pour avoir les meilleurs prix, il faut acheter des billets d'avion entre 1 et 5 mois avant son départ, plus précisément 54 jours pour un vol domestique et 151 jours pour un vol entre les États-Unis et l'Europe ou inversement. Et au contraire, la plus mauvaise période, c'est le mois qui précède le décollage. Plus on approche du jour J et pire c'est. Ce qui est plutôt logique puisque c'est une période où la demande augmente alors que les places sont de plus en plus limitées. C'est beaucoup plus risqué. Merci Johanna pour toutes ces explications et à demain. À demain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News et l'information continue d'ici là. Restez avec nous.